Bonjour, dans cette vidéo, je te propose d'explorer, à travers un problème de génétique, les liens qui peuvent exister entre mathématiques et sciences de la vie, notamment en ce qui concerne l'étude de l'évolution de populations animales. On va voir à travers cet exemple de modélisation que plusieurs champs des mathématiques de terminale seront mobilisés. Il s'agit des probabilités, de l'étude des suites et de l'étude des fonctions. Très peu de connaissances de SVT seront nécessaires pour suivre, et il faudra constamment garder en tête qu'on étudiera juste des modèles, qui sont très simplifiés par rapport aux mécanismes réels, ce qui permet quand même d'en tirer des résultats intéressants. On va se poser la question suivante: quel avenir pour les tigres blancs? Ou de façon plus précise, comment on peut adapter ce qu'on appelle le modèle de Hardy-Weinberg à un allèle désavantageux? Alors pour préciser le contexte, on va s'intéresser à des caractères génétiques qu'on imagine codés par un seul gène et qui ne posséderaient que deux allèles, qu'on notera systématiquement grand A et petit a, pour des individus qui chacun possèdent deux allèles. Et si un individu a deux fois le même allèle, on dit qu'il est homozygote, et s'il possède deux allèles différents, on dira qu'il est hétérozygote. Alors voilà le plan qu'on va essayer de suivre. Dans un premier temps, on va définir ce qu'on appelle le modèle de Hardy-Weinberg, en regardant bien les hypothèses qui définissent ce modèle, et on va essayer d'en tirer une conséquence sur la stabilité des fréquences de chaque génotype. Ensuite, on s'intéressera plus précisément à un problème comme celui des tigres blancs, c'est-à-dire dans le cas où un génotype ne permet plus la survie. Et puis enfin, on essaiera d'ouvrir encore un peu plus la problématique en imaginant le cas de la drépanocytose chez certaines populations humaines, en gardant en tête qu'il y a un génotype qui ne permet plus la survie, mais que l'allèle désavantageux peut parfois avoir aussi ses avantages. Donc pour commencer, le modèle de Hardy-Weinberg est une situation dans laquelle on imagine que plusieurs hypothèses, plutôt mathématiques, sont vérifiées. On va commencer par imaginer que la population est de taille infinie ou de taille très grande, que les générations des individus se succèdent les unes aux autres, de façon à ce qu'on puisse parler de génération numéro 0, puis numéro 1, puis numéro 2, etc. Tu devines qu'on va donc parler de suite. Et puis on va étudier un seul gène, qui pourrait par exemple être la couleur des yeux, ou n'importe quel caractère génétique qui serait codé par un gène qui, dans notre situation, posséderait deux allèles. Et pour ce gène étudié, on va faire l'hypothèse que les allèles des enfants sont choisis au hasard, de façon uniforme, parmi tous les allèles de la population, ce qui correspond en biologie à ce qu'on appelle la panmixie. On imagine aussi qu'il n'y a pas de mutation de ce gène et qu'il n'y a pas de sélection naturelle. Autrement dit que les deux allèles sont autant avantageux l'un que l'autre. Et on va essayer d'en tirer des conclusions sur l'évolution génétique de ces populations. Regardons comment on peut modéliser le génotype d'un enfant sous ces hypothèses avec un arbre de probabilité. Alors on va considérer d'abord qu'on choisit un premier allèle parmi toute la population, parmi tous les allèles de la population, puis un deuxième allèle, ce qui permettra de constituer le génotype de l'enfant. Alors on va appeler petit p la fréquence de l'allèle grand A dans tous les allèles de la population, et q qui est égal à 1 p, la fréquence de l'allèle petit a dans toute la population. De la même façon pour le parent 2, indépendamment du parent 1, on a les probabilités petit p que ce soit l'allèle grand A qui soit choisi, petit q que ce soit l'allèle petit a, et pareil si l'allèle précédent était petit a. Ce qui nous amène aux différents génotypes possibles de l'enfant. Le génotype grand A, qu'en SVT on noterait plutôt grand A / grand A, ou bien le génotype grand A petit a, ou bien le génotype petit a grand A mais qui est pareil que grand A petit a, ou bien le génotype petit a petit a. Et on peut, avec cet arbre de probabilité, essayer de calculer la probabilité, ou ce qui correspondra à la fréquence, de chacun de ces trois génotypes. Alors la probabilité du génotype grand A, il suffit de multiplier, P par P ça fait P carré. La probabilité du génotype grand A petit a, alors il y a deux chemins, il y a grand A petit a et petit a grand A. Donc il faut qu'on ajoute P fois Q avec Q fois P, ça fait deux fois P fois Q. Et puis enfin, pour le génotype petit a, on fait Q multiplié par Q, Q carré. Alors bien sûr, la somme des trois vaut 1. Donc on a comme ça une propriété qui permet d'avoir la probabilité de chaque génotype en fonction des fréquences des allèles. On vient de voir que si on appelait petit p la fréquence d'apparition de l'allèle grand A dans une population, on pouvait en déduire les fréquences d'apparition de chacun des génotypes pour les enfants. Et on va essayer de voir ce que devient cette fréquence petit p, mais justement pour la population des enfants. Du coup, on se met à étudier deux générations, on va donc modifier un petit peu nos notations, on va appeler Pn
la fréquence d'apparition de l'allèle grand A pour la génération par an, la génération numéro n, et on notera Pn plus 1 pour la fréquence d'apparition de l'allèle grand A dans la génération des enfants. Et on va essayer justement de calculer ce Pn plus 1. Alors pour ça, il faudrait réussir à prendre au hasard un allèle dans la population des enfants. Cette expérience aléatoire, on va la décomposer en deux étapes. D'abord, on va choisir un des enfants à travers un des trois génotypes possibles. Et puis ensuite, on va choisir au hasard un des deux allèles de ces enfants. Alors les probabilités de choix de chacun des génotypes sont ceux qu'on a trouvés précédemment, Pn carré, 2PnQn et Qn carré. Et ensuite, en fonction du génotype de l'individu enfant sur lequel on est tombé, on va choisir un allèle au hasard. Alors si l'individu est grand A, il y a une chance sur deux d'avoir chacun de ces allèles grand A. Si l'individu est grand A, petit a, il y a une chance sur deux d'avoir son grand A et une probabilité 1,5 d'avoir son petit a, et pareil, 1,5 s'il est petit a. À partir de là, on peut faire des calculs. Donc Pn plus 1, c'est la probabilité d'être tombé sur un allèle grand A. Donc c'est Pn carré fois 1,5 plus Pn carré fois 1,5 plus 2PnQn fois 1,5. Ça donne le calcul qui est affiché. Et en le simplifiant un petit peu, on trouve Pn facteur de Pn plus Qn. Sauf que Pn plus Qn, ça fait 1. Qn, c'était 1 moins Pn. Tout à l'heure, on a dit plutôt que Q, c'était 1 moins P. C'est exactement pareil. Donc on se retrouve avec le fait que Pn plus 1 égale Pn. Autrement dit, la proportion de présence de l'allèle grand A parmi tous les allèles à la génération n plus 1, celle qu'on a appelée la génération des enfants, est la même que la probabilité de présence à la génération précédente. Et si on note U indice n, la fréquence du génotype grand A à la génération n, on vient de voir précédemment que UN c'était Pn au carré, UN plus 1 de la même façon c'est Pn plus 1 au carré, mais comme Pn plus 1 est égal à Pn carré, on a UN plus 1 qui est égal à UN. Autrement dit, on a une stabilisation de la fréquence du génotype grand A et de tous les autres génotypes lorsqu'on fait ces hypothèses. La conclusion, c'est donc que sous ce modèle de Hardy-Weinberg, on aurait une stabilité, génération après génération, de toutes les fréquences des génotypes et des fréquences des allèles P et Q. On peut donc répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure. Quelle conclusion sur l'évolution génétique de ces populations? Eh bien, si on fait les hypothèses du modèle de Hardy-Weinberg, il y a une stabilité des différents génotypes. Maintenant, si on s'intéresse à une situation où le modèle de Hardy-Weinberg n'est pas totalement respecté, notamment en ce qui concerne les tigres blancs. Alors il faut savoir que la couleur blanche du pelage des tigres est causée par un allèle récessif. Récessif, ça signifie que s'il est présent avec un autre allèle qui lui sera dominant, alors le tigre sera de couleur habituelle, de couleur jaune. Mais si l'individu possède deux fois cet allèle récessif, alors la couleur blanche pourra s'exprimer. Alors cet allèle récessif, on va le noter petit a. L'allèle dominant qui donne les tigres jaunes, on va l'appeler grand A. Et il faut savoir que dans leur milieu naturel, les tigres blancs ont une survie qui est presque impossible. Autrement dit, il y a complètement de la sélection naturelle. Et le modèle de Hardy-Weinberg doit être modifié. On va voir comment on modélise ça, et on va se poser la même question que tout à l'heure. Quelles conclusions on pourra en tirer sur l'évolution de ces populations? Alors on va reprendre un petit peu le même type de présentation que précédemment, en notant comme tout à l'heure, UN, la fréquence des individus grand A dans la population. Et on imagine qu'il n'existe pas d'individus petit a, ça correspondrait par exemple au tigre blanc, et ces individus-là ne survivraient pas et donc disparaîtraient de la population. Autrement dit, le seul autre génotype possible, ce serait grand A, avec une probabilité ou une fréquence de 1 moins UN. On imagine le génotype d'un parent 1, d'un parent 2, et on essaie de voir ce qui se passe pour les enfants. Alors si les deux parents sont grand A et grand A, eh bien il est certain, avec une probabilité 1, que l'enfant sera grand A, pardon. Si un parent est grand A et que l'autre parent est grand A, bah là on aurait en théorie 4 possibilités, soit le premier grand A avec le premier grand A, soit le premier grand A avec le petit a, soit le deuxième grand A avec le premier grand A, soit le deuxième grand A avec le petit a. Bon, sur ces 4 possibilités, il y en a 2 qui vont donner grand A, et 2 qui vont donner grand A, petit a. En 2 sur 4, ça fait un demi. Si maintenant on a un parent 1 qui est grand A, un parent 2 qui est grand A, ben on fait les mêmes calculs et on a encore 2 quarts et 2 quarts, un demi, un demi. Maintenant, si les deux parents sont hétérozygotes, grand A, grand A, tous les deux, là aussi il y a 4 possibilités. Une possibilité sur les 4 c'est grand A. Deux possibilités sur les 4 devient grand A, et il y a une possibilité sur les 4 qui serait petit a. Sauf que petit a, c'est un génotype qui va donner un individu qui, on imagine, ne peut pas survivre.
Et on va faire l'hypothèse que si c'est cet individu-là qui naît, eh bien les deux parents vont assez rapidement avoir un autre enfant, un autre bébé tigre par exemple, qui du coup, s'il a encore ce génotype-là, sera remplacé par un nouveau, etc. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un des deux seuls génotypes possibles, qui sont grand A et grand A petit a. Donc il y a une possibilité de celui-ci et deux de celui-là, c'est pour ça qu'on va modéliser ça avec des probabilités de naissance qui sont de 1 tiers et 2 tiers. Et à partir de cet arbre de probabilité, on va calculer la probabilité de chacun des génotypes de l'enfant. La probabilité du génotype grand A, qu'on va appeler logiquement UN plus 1, on le calcule avec l'arbre. Donc c'est UN fois UN fois 1, donc UN carré. Ensuite c'est UN fois 1 moins UN fois 1 demi. Et puis il y a aussi 1 moins UN fois 1 demi, qui donne la même chose. C'est pour ça qu'on fait le calcul 1 demi fois UN fois 1 moins UN fois 2. Et puis il y a un dernier chemin qui convient, c'est 1 moins UN multiplié par 1 moins UN multiplié par 1 tiers ici. Donc le terme qui est là. On développe cette expression-là et on obtient la formule qui est ici. Alors on pourrait faire la même chose avec le génotype grand A petit a, mais il vaudrait simplement 1 moins ça. Alors là on se rend compte qu'on a une suite qui est définie par récurrence. UN plus 1 égale f de UN, avec une expression de U0 qui dépend de la fréquence de grand A à la génération qu'on appelle génération 0. Et donc on a cette relation-là avec une fonction f qui est une fonction du second degré tout simplement, définie de la façon suivante. F de x égale 1 tiers de x carré plus x plus 1. Donc là on est en présence de probabilités qui font apparaître une suite définie par récurrence avec une fonction associée qu'on va être capable d'étudier. Alors comme tu en as probablement l'habitude, pour étudier une suite qui est définie par récurrence sous la forme un plus 1 égale f de un, les propriétés de la fonction f peuvent être intéressantes. Alors d'abord on va essayer de comprendre graphiquement ce qui se produit. On a représenté ici en bleu la courbe de la fonction f, donc tu reconnais un morceau de parabole. En vert la droite d'équation y égale x, qui permet de mettre en œuvre un protocole pour construire sur l'axe abscisse les différents termes de la suite. U0 je l'ai pris ici, mais il pourrait être pris avec une autre valeur. Ça va dépendre de la fréquence des grand A à ta génération appelée génération 0. Et puis au fur et à mesure des générations, les termes vont comme ça. Ici on a l'impression que ça augmente et ça semble se rapprocher de 1. Alors ça on peut le démontrer. Pour ça je te propose le plan d'étude suivant, que j'ai pas complètement détaillé, mais si tu souhaites avoir plus d'étapes détaillées, n'hésite pas à le signaler en commentaire. Dans un premier temps, tu peux dresser le tableau de variation de f en dérivant la fonction. Tu auras alors quelque chose du premier degré dont le signe n'est pas très compliqué à trouver. Et grâce à ce tableau de variation, uniquement sur l'ensemble 0,1, ça suffira, tu montreras que f est croissante sur cet ensemble et que toutes les images sont tout le temps comprises entre 0 et 1. Plus spécifiquement, tu montreras que le minimum il est atteint en 0 avec une valeur entre 0 et 1 et que le maximum il est atteint en 1 et il vaut 1. Grâce à ces propriétés de la fonction f, tu vas ensuite être capable de démontrer par récurrence la propriété que j'ai écrite ici entre parenthèses, un est plus petit que un plus 1 qui est plus petit que 1. Autrement dit, la suite un elle va être croissante parce que un est plus petit que un plus 1 pour tout n, et elle va être majorée par 1 parce que tous les un sont plus petits que 1. Et tu es donc en présence d'une suite qui est croissante et majorée. Donc après un théorème de ton cours, tu vas pouvoir en déduire que la suite elle est convergente, que sa limite en plus l'infini c'est un réel, qu'on note L pour l'instant et qu'on ne connaît pas, pour le moment. Et ensuite, comme tu as déjà dû le voir en cours probablement, en utilisant un résultat qu'on peut appeler le théorème du point fixe, tu peux démontrer que L est forcément égal à f de L. Et je te laisse résoudre cette équation du second degré, et tu verras que la solution qu'on trouve ici c'est L égale 1. Donc en conclusion, la suite UN elle est convergente, et sa limite vaut 1. Si on revient à notre problème de génétique, ça signifie que la fréquence d'apparition du génotype grand A tend vers 1. Donc à l'infini, il n'y a plus que le génotype grand A qui serait présent. Autrement dit, il n'y aurait plus du tout de grand A petit a, et même, du coup, il n'y aurait plus du tout d'allèle petit a. Donc en conclusion, si on en revient à la problématique des tigres blancs, et avec notre modélisation, la conclusion à laquelle on aboutit, c'est que l'allèle petit a tend à l'infini à disparaître totalement. Et ça déjà, c'est un résultat qui est relativement intéressant. Et tu vois, pour ça, on a eu besoin de maîtriser à la fois des probabilités, des études de suite et des études de fonctions. Pour terminer, on peut imaginer une situation qui est un petit peu différente sur une maladie génétique qui touche des humains, la drépanocytose. Elle résulte d'une mutation sur un des gènes qui code l'hémoglobine. L'allèle responsable de la maladie, qu'on va encore noter petit a, est un allèle qui est récessif,
Donc les individus malades sont uniquement ceux qui sont petit a. Les individus homozygotes grand A ou hétérozygotes grand A ne sont pas malades. Et il y a en plus quelque chose à rajouter, c'est que les individus hétérozygotes grand A sont mieux protégés contre une autre maladie qui s'appelle le paludisme. Donc l'allèle a, à la fois, il est responsable de la maladie, donc avec la simulation précédente qu'on vient de faire, on pourrait imaginer qu'il tend à disparaître, sauf qu'ici, il peut être un peu protecteur contre un autre problème, contre le paludisme. Et on va essayer de voir comment on peut adapter un tout petit peu notre modélisation précédente pour prendre en compte cette nouvelle situation. On peut reprendre notre représentation précédente, sauf que cette fois-ci, on ne va pas se contenter d'avoir un plus 1 avec L de un avec cette fonction qu'on avait précédemment, mais on va imaginer qu'il y a une certaine proportion des individus grand A, mettons par exemple 10%, qui, à cause du paludisme, ne réussissent pas à survivre. Autrement dit, on aura pu un plus 1 égale cette expression remplace en x par un, mais ça multiplié par un coefficient, par exemple 0,9, si on simule la disparition de 10%. Donc on va rajouter ici un petit coefficient, qu'on va régler par exemple sur 0,9. Et regarde quel effet ça a sur la courbe. Elle est un petit peu modifiée, et la suite d'évolution des probabilités des grand A, notre situé nous tout à l'heure, ne tend plus vers 1. En fait, ça a décalé le point fixe qui était positionné aux coordonnées 1, 1 tout à l'heure pour le mettre ailleurs. Et ici, on va plutôt se rapprocher, je sais pas, peut-être d'à peu près 60%. Il faudra refaire l'étude complète pour avoir la valeur exacte, de probabilité de présence de grand A, et non plus 100% comme tout à l'heure. Et donc, avec cette hypothèse-là, on comprend que l'allèle a ne tend plus à disparaître, ce qui peut expliquer que même si cet allèle est responsable de la drépanocytose, le fait qu'il soit avantageux par rapport au paludisme permet son maintien dans la population. Voilà, j'espère qu'à travers ces différentes situations, tu auras pu un peu mieux explorer les liens qui peuvent exister entre mathématiques et sciences de la vie. Il existe bien sûr des façons plus approfondies et plus complètes de modéliser ces liens entre génétique et mathématiques, mais si tu as suivi jusqu'ici, bravo déjà à toi, merci de ton écoute et à bientôt.